Bien, bonjour. Donc je vais non pas parler de la santé directement, mais plutôt d'un volume d'air. Moi, ce que j'appelle le volume d'air, en fait, celui qu'on respire, dans lequel on écoute et dans lequel on vit, avec ses voisins, et dans la densité. Voilà, qui, à mon avis, sont le paramètre un peu plus large que, évidemment, la santé réservée à des questions purement bien-être ou se soigner, quoi. Donc voilà, donc je prends la question de la santé à travers la question, donc cette thématique du volume d'air partagé, qui est d'ailleurs le titre d'un atelier que je dirige à l'école d'architecture de Lyon, dans lequel et dans lesquels d'ailleurs certains d'entre vous interviennent. Et je vais ici évoquer en fait comment la forme urbaine transforme ce volume d'air dans lequel les perceptions et puis les actions se font. Voilà. Donc, je pars d'un plan que vous avez déjà vu parce que François Brignac vous l'a montré tout à l'heure. C'est ce plan qui est assez étonnant et qui nous montre en fait, en l'élargissant un peu, comment la ville de Lyon s'est transformée entre terreau et Bellecour au XIXe siècle. Et donc on voit très très bien les anciennes tracés de rues en blanc et en orange en fait tous les percements qui ont été produits. Alors là ici ce petit dessin pour montrer l'action qui s'opère au XIXe siècle. Donc je prends l'exemple de la transformation des formes urbaines parce que c'est quand même dans des interventions sur la densité, aussi sur ce qui existe, hein, qui sont partie des thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup aujourd'hui comme architecte ou urbaniste, et donc transformer dans une ville qui existe. Celles-ci sont assez lisibles et un peu permettent de bien comprendre comment les choses se passent, ou comment le volume d'air se transforme. Alors voilà donc ces rues de Lyon au XVIIIe siècle, donc il faut relier le Rhône à la Saône. Donc vous voyez les tracés extrêmement fins et courbes que peuvent prendre parfois ces rues. L'intérêt à l'époque, c'est vraiment de se déplacer de l'est à l'ouest, hein, entre les deux fleuves. Voilà. Et puis donc le nouveau tracé qui lui va fonctionner nord-sud et qui va permettre de circuler beaucoup mieux et qui a été fait pour ça d'ailleurs, circuler. Et donc évidemment la grande transformation, l'autre transformation qui est à repérer aussi par rapport à cette époque-là, qui nous intéresse particulièrement dans la question du volume d'air partagé, c'est que, vous voyez là en petits points, c'est le nombre de boucheries qui existaient à l'époque à Lyon. C'est pas simplement pour dire que d'un point de vue de la santé, heureusement qu'elles ont disparu du centre-ville, parce que ça c'est une évidence, mais c'est surtout pour évoquer une des dimensions qu'on a vues tout à l'heure dans les images de Berlin, la place de l'animal dans la ville. Il y avait autrefois des animaux, c'est assez intéressant de le rappeler de temps en temps. Je pense que des animaux qui sont autres que nous les hommes, quoi. Et voilà, c'est intéressant de rappeler que dans l'ambiance de l'époque, la présence animale était quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui où elle est totalement absente. Voilà. Et puis donc la grande opération qui s'opère, c'est donc les rues sont devenues droites et larges, elles étaient longues et parfois courbes, et elles deviennent droites, larges et surtout beaucoup plus courtes. Voilà. Donc cette forme urbaine, comme vous pouvez le voir sur quoi il faut appuyer sur le rouge. Voilà. Ici, vous voyez, d'abord elles sont très longues, hein, ça c'est clair. Et vous voyez les formes pincées aux extrémités qui sont aussi très intéressantes d'un point de vue de l'acoustique. Alors évidemment, quand on travaille sur les ambiances urbaines, qu'est-ce qui existe donc dans cette rue longue et étroite? On peut imaginer que chaque fois qu'on rentre à l'intérieur de cette rue, on rentre vraiment dans un univers
porté par les ambiances de ceux qui habitent ces rues. Dit autrement, la rue est petite, donc en rentrant dedans, on rentre dans un univers, on quitte la ville et puis on rentre dans un univers, hein, comme qu'on dirait aujourd'hui, on passerait d'un quartier à un autre, ou on traverserait un fleuve pour retrouver autre chose. Il est sûr que quand on rentre dans une rue très longue et très étroite comme ça, on rentre vraiment dans un univers, et au final, le contraste qui s'opère fait qu'on est vraiment... On a quitté la ville, on est encore dans une autre ville, mais c'est une rue, quoi. Et cette rue, elle appartient aux commerçants et aux habitants qui l'occupent. Et donc, on rentre dans cette ambiance-là. Voilà, vous imaginez, au XVIIIe, toutes les saillies, etc., qui n'étaient pas aussi lisses que celles qu'on a aujourd'hui. Donc, toutes les antennes, les balcons, etc., qui montrent tout le rapport humain qui peut exister entre la rue commerçante et l'habitant qui peut se trouver au-dessus. C'est-à-dire, en fait, il y a des formes des positions qui peuvent installer les gens en lien les uns avec les autres, commerçants et habitants. Donc évidemment, la rue étroite et longue, elle tient du coup un environnement sonore qui est très particulier, qui est totalement coupé du reste de la ville. Il y a beaucoup de porosité au XVIIIe siècle. Les façades ne sont pas du tout les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et donc, au niveau des odeurs, eh ben, évidemment, vous avez une prégnance beaucoup plus intéressante des odeurs. Vous avez, ou en tout cas présente, vous avez au niveau de la lumière et de l'ensoleillement, des conditions lumineuses et d'ombre qui n'ont rien à voir avec les rues élargies plus tard. Il y a aussi, d'un point de vue de l'ambiance, la question du rapport au ciel. Et puis donc on a un milieu qui l'été est beaucoup plus, comment on appelle ça, beaucoup plus frais, voilà, et donc qui tient des températures aussi, hein, été comme hiver d'ailleurs. Hein, on a vraiment, alors il y a l'air qui peut circuler selon l'orientation du vent, plus ou moins, mais globalement on a un univers qui est tenu, qui tient une ambiance, quoi, voilà. Et puis, évidemment, donc, le grand changement qui s'opère, c'est toujours dans le même quartier. Donc les rues sont devenues beaucoup plus larges et courtes. Et donc forcément, vous avez, d'un point de vue de la dimension sonore, le contraste dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'opère dans une rue étroite. Donc vous voyez, ici, il a fait qu'en fait, on arrive à gagner pratiquement, si on fait de la mesure aujourd'hui, 12 dB sur le niveau sonore. 12 dB, c'est quasiment une mauvaise porte acoustique dans un appartement, quoi. Entre une chambre et un couloir. C'est quand même pas neutre, hein, ça s'entend quand vous fermez une porte en carton, vous savez, structure cartonnée. C'est à peu près le niveau sonore qu'on gagne. Donc voilà, c'est quand même important de saisir ce changement et ce basculement-là. Et puis vous voyez que dans la rue beaucoup plus étroite, beaucoup plus large, pardon, le niveau sonore, lui, est beaucoup... l'effet de coupure est reporté beaucoup plus loin, et avec une valeur qui est nettement inférieure, 6 dB d'écart. Donc c'est comme si vous ouvriez votre fenêtre et que... Voilà. Donc on a une baisse des contrastes. Évidemment, du coup, le bruit venant des carrefours, etc., ou des autres rues rentre beaucoup plus facilement, parce que vous voyez que, en plus, les carrefours ont été élargis. Et donc le fond sonore urbain, les odeurs, etc., rentre beaucoup plus dans la rue élargie. Du coup, l'écoute du voisin ou le rapport au voisinage dans la rue étroite qui existe, hein, forcément, comme vous l'avez bien saisi tout à l'heure, les voisins s'entendent entre eux. C'est ça qui est intéressant entre les différentes formes urbaines, c'est que la qualité de vie, de voisinage, est totalement transformée par la forme urbaine elle-même. On n'entendra pas son voisin de la même façon, on ne le verra pas, on le verra sans doute beaucoup plus distancié aussi. Et puis, toutes les porosités qui existaient avec la rue, c'est-à-dire le fait qu'avant, au XVIIIe siècle, hein, les gens se penchaient facilement, comme je vous le montrais tout à l'heure, pour regarder ce qui se passait dans les rues. Il y avait des formes de vie et de rapports sociaux extrêmement liés à ces mélanges et ces mixités. Et bien là, au XIXe siècle, le bruit rentrant plus facilement, le voisin étant distancié, vous êtes moins en rapport avec celui qui est à côté de chez vous ou celui qui est en face. Et donc, forcément, vous allez vous concentrer ou avoir petit à petit une transformation totale de votre rapport à l'environnement humain présent dans la ville qui s'opère.
Voilà, donc toutes ces opérations, enfin, tout ce qui se passe, en fait, voilà, les sons sont contenus dans la rue longue et étroite, les activités sonores sont liées les unes aux autres, et chaque rue est un univers en soi, c'est la rue du XVIIIe siècle, et puis en fait, au XIXe, le temps de réverbération dans la rue est plus court, le logement est moins lié au bruit de la rue, hein, et l'écoute du voisinage a totalement changé, et le voisin est distancié. Donc voilà comment les choses... Alors c'est là où il faut que j'ai rapport... Je voulais vous faire écouter en fait cette différence qui peut exister à travers des bandes sonores qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc on va écouter d'abord un fragment sonore qui illustre une rue du XVIIIe siècle. Voilà. Normalement, ça s'enclenche tout seul, mais voilà. Ça dure une petite minute. Donc vous avez remarqué que bon, d'abord il y a énormément de clarté auditive. Hein. Ça, l'enregistrement, il s'est fait à un moment calme. Si on va dans la rue Sainte-Catherine la nuit, ça sera totalement différent, hein, comme vous pouvez bien l'imaginer ou vous l'avez déjà lu dans les journaux. Mais vous voyez la clarté acoustique. Vous avez entendu les porosités qui sont assez incroyables. Et donc voilà, les conditions de vie dans l'ambiance d'une rue étroite sont de cet ordre-là, à un moment calme. Et puis, voilà ce qui se passe dans une rue du 19e. Il faut que j'appuie là-dessus. Non, c'est pas ça. Vas-y. Vous entendez que les sons viennent de plus loin ? Voilà, on n'entend quasiment plus les voisins. Voilà, tu peux arrêter là, c'est bon. Merci. Voilà, donc voilà les grands changements qui s'opèrent. Et donc évidemment, notre rapport au monde de la rue a totalement changé. Donc on voit bien que chaque configuration transforme, définit des environnements notamment phoniques, hein, parce que vous l'avez entendu là, mais je vous ai parlé des autres ambiances aussi. Donc chaque forme permet d'entendre le voisinage d'une façon très différente, et donc l'environnement, hein, l'environnement habité et l'environnement tout court. La circulation des sons d'usage dans l'espace construit donc, produit des perceptions très contrastées au XVIIIe siècle, hein, parce qu'on rentre dans des univers qui sont très contrastés par rapport à ceux qu'on quitte. On a des vrais changements. Alors qu'au XIXe siècle, ça devient beaucoup plus homogène et continu, pour les raisons que je vous évoquais. Les rues sont moins longues, il y a plus de perméabilité sonore entre les tissus. Voilà. Et puis, globalement, le paysage sonore d'une rue du XVIIIe est beaucoup tenu par les gens qui l'habitent, etc., alors que dans le XIXe siècle, elle est beaucoup plus liée aux activités produites
par les rues voisines. Alors tout ça, est accompagné en même temps par une évolution de la composition, enfin, des plans de logement. Au XVIIIe, les espaces sont beaucoup plus en connexion, les espaces intérieurs des maisons sont beaucoup plus en connexion les uns avec les autres, alors qu'au XIXe siècle, les architectes proposent et installent des espaces des sortes qui marchent par 3 portes, en quelque sorte, qui font des liens entre les chambres, les séjours, les antichambres, etc., et qui permettent en fait aux habitants de gérer totalement les conditions d'écoute chez eux. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui rentre, on a laissé les portes ouvertes, tout le monde va l'entendre, on a fermé toutes les portes, il n'y a plus rien qui va circuler. Si on a laissé une porte ouverte, on entendra un petit peu, mais pas totalement, etc. Et c'est marrant parce que si vous lisez, ce serait très intéressant de voir, c'est qu'à cette époque, au XIXe siècle, les architectes sont très attentifs aux mœurs des gens pour lesquels ils construisent. Et donc, vous voyez ce texte de Gadet, là, qui est à côté, que vous pouvez peut-être prendre le temps de lire pendant que je suis en train de parler, qui montre que on trouve aussi chez Balzac, donc dans les romans, etc., une intelligence des maisons et des portes à l'intérieur pour la gestion des ambiances, parce que ça sert, vous savez qu'au 19e, quand on invite beaucoup chez soi, parce que les architectes construisent quand même beaucoup pour les bourgeois à l'époque, ils construisent même que pour ça, et donc il est hors de question qu'on sente les odeurs de la cuisine, il est hors de question quand on est à table qu'on entende les bruits de la cuisine, et donc il y a une série de volumes comme ça, de sas, qui ont été posés à l'intérieur des espaces, des logements, des habitats, pour pouvoir permettre la gestion entre l'isolation et la circulation, en fait. Voilà. Et donc, ce parcours d'échappement, hein, c'est là la façon dont on aménage aussi des parcours pour échapper à la circulation principale et permettre aux personnes, par exemple, de rester en robe de chambre ou aux malades de circuler sans passer par les pièces de vie, etc. Donc, tout ça est bien repéré et fabriqué par les archis à l'époque. Voilà. Donc je terminerai sur ces trois conclusions. On a bien compris que le XIXe siècle introduit une nouvelle écoute de l'homme et de l'espace, qu'on peut l'entendre aujourd'hui, hein, encore cela, et qu'évidemment les îlots ouverts qu'on construit aujourd'hui, etc., proposent encore des conditions de voisinage qui n'ont rien à voir. Donc c'est très important de savoir anticiper le fait que la forme urbaine va totalement proposer aux personnes qui vont avoir des fenêtres qui vont donner dessus, qui vont l'habiter, des façons d'entendre, de sentir, de voir, etc., le voisin. Deuxième chose importante, les concepteurs de l'habitat à l'époque observaient beaucoup les mœurs des gens pour qui ils construisaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut rebasculer du côté de l'apport que peuvent avoir la sociologie, la philosophie, sur la façon dont les gens ont envie de vivre dans la ville de demain. J'en parlerai tout à l'heure à propos du végétal. Voilà. Et puis vous signalez que ces principes acoustiques là, et ces formes urbaines que je vous ai présentées ont des résonances architecturales aujourd'hui. Par exemple, dans le projet qui sont des projets très connus, hein, mais je prends ceux-là parce que vous les connaissez, vous y êtes certainement allés. La rue de Meaux à Paris, donc c'est un projet de Renzo Piano, hein, qui englobe un bois dont je vais parler tout à l'heure encore. Vous voyez, comme la pince ici va faire que par rapport à un niveau sonore, eh ben voilà, on obtient des espaces très très calmes pour habiter autour. Voilà. Et puis par rapport au volume de résistance phonique que je vous évoquais par rapport au plan du 19e, ce plan de Yves Lion, là, qui est assez intéressant parce qu'il propose entre l'habitat et l'extérieur d'installer des salles de bain ou des pièces de logement. Et ça, c'est une façon qui donc agrandissent le logement, permettent de gérer et de filtrer l'écoute. Parce que vous voyez que tout ouvert, on gagne à peu près 5 dB par rapport au niveau extérieur, mais quand la double peau est fermée, on gagne 45 dB. Donc cette offrande qui est faite à l'utilisateur de pouvoir moduler l'écoute et le regard sur l'environnement me paraît être une des façons de travailler pour demain. Voilà.
Vous pourrez trouver tout ça sur le site du Cresson, hein, sur l'espace sonore de la ville au 19e et puis la conception sonore de l'habitat. Vous avez c'est pour ceux qui ont envie de continuer à fouiller dedans. Voilà. Merci Olivier. Une petite série de réactions, notamment sur ce que on vient d'avoir, la question de la place à la fois des ambiances, la question des conforts avec l'eau, la nature. Est-ce que quelques réactions à ce sujet ? Oui, bonjour, merci pour votre exposé. La question qui se pose pour moi, c'est vous faites appel un peu à une sensibilité à l'ambiance en retournant, je dirais, auprès des habitants. Est-ce que ça signifie qu'on est en décalage dans la conception qu'on a de l'aménagement urbain par rapport aux mœurs des gens ? C'est-à-dire qu'en gros, il y a une rupture qui s'est faite entre vivre avec et concevoir pour le lieu, l'espace, les lieux de vie. Je pense qu'en ayant pas mal désappris à vivre dans la densité, avec le recours à l'isolation thermique, acoustique, etc., qui fait partie ces fameuses normes de confort qui n'ont pas arrêté d'évoluer dans le temps, hein, et qui sont beaucoup plus subjectives que ce qu'elles essayent de nous dire à travers les chiffres. Par exemple, pour pouvoir bien lire la façon dont un tissu était fabriqué à Lyon et vérifier que l'empreinte couleur, etc., était bonne, il fallait, en 1918, je crois, 200 lux sur la table. Et aujourd'hui, on va vous dire qu'il en faut 2000. Voilà, je ne pense pas que nos yeux ont beaucoup changé. Et voilà. Donc, en fait, l'évolution des normes ont toujours porté vers la question de l'isolation thermique, phonique. Et puis, du coup, on devient étanche, évidemment. On ne sait plus écouter les autres. On ne sait plus vivre avec eux, enfin on ne sait plus. Parce que, en fait, comme nous agissons en fonction de ce qu'on perçoit, parce qu'on est fabriqué comme ça, c'est notre cerveau qui nous impose cette règle-là, forcément, on désapprend, en fait, le rapport aux voisins. Et je pense que, du coup, les archis, aujourd'hui, ont beaucoup moins de capacité à pouvoir imaginer le monde en inversant, vu qu'ils ont eux-mêmes travaillé, enfin, ils sont eux-mêmes beaucoup sur la question de l'isolation, pour l'avoir vécu comme ça depuis qu'ils sont tout petits, en fait. Et puis aussi parce que les normes nous imposent ces choses-là. Voilà, si c'est une bonne réponse à votre question. Oui, bonjour. Donc c'est juste une remarque. Je vais fréquemment dans une île grecque qui s'appelle Skopélos, puisque j'ai des amis grecs. Et à Skopélos même, dans le port, les rues sont très étroites. Et ça m'a toujours étonné, justement, c'est l'ambiance un peu du 18e que vous décrivez. Déjà, il y a une vie collective. Et quand on entend des bruits, on a toujours du mal à situer si ces bruits viennent de l'intérieur de la maison, parce qu'on habitait dans une maison de plusieurs étages à un moment. Enfin, on habitait dans plusieurs maisons, en fait. Et, ou si le bruit vient de l'extérieur. Et moi, ma remarque, c'est de dire, c'est déjà une question sur les rapports sociaux, puisque c'est une vie très collective en Grèce, alors qu'en France, on a une vie vraiment plus individuelle. Et le rapport entre les gens qui est comme ça très perméable, enfin des interpellations, effectivement, par les balcons. On se sent dans un corps, en fait. On vit les uns avec les autres, alors qu'en France, on est enfermé dans son propre espace, quoi. Oui, il y a la question des cultures. Hein. C'est vrai que les cultures du Sud, les gens du Sud ne sont pas du tout les mêmes que les gens du Nord. Ils ne vivent pas du tout avec la même façon. Mais là, ce que je veux dire, c'est que les formes elles-mêmes proposent des ambiances qui sont totalement différentes. Et donc, il y a des ambiances du Sud et des ambiances du Nord. On peut dire ça comme ça, si vous voulez. Mais c'est simplement pour ramener ça à la question de la production de la forme urbaine. Et son lien avec l'habitat, qui sont, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut envisager la ville de demain. C'est les rapports. C'est pas l'espace privé, c'est pas l'espace public. C'est l'habitat et l'espace public, quoi. L'un et l'autre doivent être composés ensemble de manière à ce que les uns et les autres s'y sentent bien. Et donc, cette question de la perception doit être fondamentalement
intégrée du côté des concepteurs pour pouvoir avancer des propositions qui seront à la fois acceptables ou d'un point de vue de la culture des gens auxquels on s'adresse aujourd'hui, notamment dans l'habitat, et puis dans l'espace public, d'accueillir le maximum de personnes quand il s'agit d'en accueillir un maximum, ou au contraire de proposer des ambiances très différentes, etc., dans chaque espace public, pour que les gens, parce que ce qui est très valorisé dans l'espace public, ça vous avez qu'à demander aux habitants, et puis vous-même faire appel à votre mémoire, c'est les contrastes en fait, c'est les changements qui s'opèrent. Changements qu'on trouve facilement dans les centres-villes, beaucoup moins dans les quartiers beaucoup plus lâches et moins tenus par les formes en fait. Voilà. Il n'empêche qu'il y a des formes, enfin bon, je ne vais pas faire... Mais pour que le paysage sonore redevienne un critère de composition de la ville, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte qu'il y ait des bruits dans la ville, qu'il y ait des sons, alors que c'est profondément culturel. Jusqu'à présent, on se protège de ça. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure en répondant à la première question, c'est que il faut qu'on réapprenne à avoir ce sens de la circulation et de la porosité. Tout le monde parle aujourd'hui, à l'heure du développement durable, par exemple, des espaces ou de la porosité dans les espaces publics et la composition des écoquartiers. Mais la porosité, ça va avec la circulation des flux. Hein, le soleil, les odeurs, les sons. Il faut absolument qu'on désapprenne le travail sur l'isolation, d'une certaine façon, et de le recombiner avec la question de la perméabilité et des échanges. C'est-à-dire qu'à certains moments, il fait très froid, il faut qu'on ferme. Il y a du bruit, il faut qu'on ferme. Mais il y a d'autres moments, le printemps, automne encore, ou été, ou des moments où on aura besoin d'ouvrir ses fenêtres pour ventiler, accueillir un changement climatique positif. Tout d'un coup, il y a du soleil, donc on ouvre les fenêtres en printemps. Ou l'automne, c'est beau de voir... Et ben donc, il faut réapprendre, enfin, il faut qu'on se mette dans la peau des gens qui vivent beaucoup plus souvent avec les fenêtres ouvertes que ce qu'on croit. Voilà. Mine de rien, il faut aussi savoir que dans la ville dense de demain, mais c'est comme dans la ville actuelle, on passe, je crois, 80% du temps dans l'habitat. Et on a oublié totalement qu'il faut repenser la ville à partir de la perception depuis les logements, quoi. Oui, c'est un vaste chantier. À partir du moment où on travaille sur des formes urbaines compactes, avec une recherche de mixité de ces fonctions urbaines, on est obligé à ce moment-là, non pas de parler simplement en termes d'isolation, mais de parler effectivement en termes d'ambiance, de séquence, de voir toutes les conséquences qu'il y a de certains rapprochements. Donc c'est un très gros travail, que ce soit pour les programmistes, les urbanistes ou les concepteurs après. Et c'est un travail qui est basé vraiment sur une culture partagée, une culture à construire, à reconstruire, où on ne soit pas effectivement dans l'isolation absolue. Mais on a maintenant, par exemple, quand on travaille sur des programmations, des usagers qui, par exemple, des responsables d'établissements scolaires, etc., qui expriment les choses en disant j'aimerais entendre la vie de mon établissement, je voudrais sentir son pouls, je voudrais sentir quand quelque chose est anormal, ou au contraire quand tout va bien, que j'entends les différentes parties de mon établissement, etc. Donc ils nous expriment quand même, parfois, quand on arrive à mener des concertations, des ateliers avec les usagers, ils arrivent à exprimer de manière qualitative des questions d'ambiance sonore. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Par rapport à l'isolation, moi je dis que le mot contre pour opposer, c'est circulation des flux en fait. C'est pas isolation et ambiance, parce que chaque ambiance est... Voilà. Mais isolation versus circulation des... Alors vous voyez par exemple, ça c'est un dessin du XVIIe siècle, qui montre comment il y avait des gens, des archis à l'époque, qui imaginaient que depuis... que depuis leur habitat, là, il y avait une forme de bruit. Le bruit était ramassé et était réintégré à l'intérieur de l'habitat. Bonjour.
Bonjour, Nathalie Sumon, architecte. Oui, je vois enfin, moi, je suis parfaitement d'accord sur l'ouverture, la perméabilité, s'ouvrir aux autres. On entend ou pas? Ah bon. Mais je vois plusieurs problèmes actuellement parce qu'on est rentré dans un processus effectivement d'étanchéité, de normalisation à outrance où on nous impose effectivement, enfin on n'a pas trop le choix en tant qu'architecte sur la protection, on nous impose 38 dB, enfin 30 dB, etc. Vous entendez? Il faut coller votre micro au... Voilà, donc on a donc à la fois la normalisation, on ne peut pas trop s'en défaire, enfin, je veux dire, on nous impose certaines protections pour les vitrages, etc. Et il y a aussi le fait que notre ambiance a complètement changé. C'est-à-dire que là, quand on écoute la bande sonore 18e, on n'entend pas les climatisations, on n'entend pas tous les moteurs, on n'entend pas aussi tous les bruits qui sont répercutés, qui nous sont renvoyés par tous ces matériaux qui sont effectivement peu absorbants. Moi, honnêtement, je travaille rue Victor Hugo et je peux vous dire les clims, j'en ai vraiment... Pourtant, on a des fenêtres pas performantes, fenêtre 19e, mais on entend les clims toute la journée, on n'entend plus les bruits humains. C'est ça le gros problème. Moi, j'aime bien entendre les enfants qui jouent, j'aime bien entendre... Mais on n'entend plus les bruits humains, on entend les climatisations, on entend tous ces bruits, qui sont répercutés par ces matériaux. Il n'y a plus de végétal aussi, qui absorbe. Voilà. On est rentré dans un cycle où finalement, effectivement, on est presque obligé de se protéger parce que ça devient insupportable. Voilà. Et puis ce gros problème de climatisation, de ventilation, de technologie qui nous dépasse. Voilà. Oui, mais c'est le grand fléau de l'environnement sonore actuel, c'est la ventilation, c'est les ventiles. Donc ça, on les entend partout, comme vous dites, dedans comme dehors. Voilà. Du coup, dans le prochain règlement du concours Solar Décathlon, on va mettre des réglementations là-dessus. Voilà. Pour les étudiants. Et le gros problème aussi, c'est que en fait, ça dépasse la simple problématique de la rue. C'est qu'on se retrouve avec des climatisations sur cours maintenant. Et nous, on fonctionnait en ventilation naturelle, ça devient impossible parce qu'on a des climatisations sur les cours. Voilà. Moi, je voudrais aborder la question de la forme urbaine sur une structure historique qui a des particularités acoustiques, sonores, conviviales. Aujourd'hui, dans les projets urbains, on a à prendre en compte la dimension, le facteur solaire, avec les ondes portées, donc un éloignement des bâtiments entre eux, du coup un isolement qui est renforcé. Comment cette dimension acoustique peut-elle être prise en compte dans cette nouvelle forme urbaine? Quelle forme urbaine vous parlez? Parce qu'on peut faire de l'habitat solaire ou du solaire dans plein de formes, quoi. Quand on a un îlot à aménager, généralement dans les programmes de ZAC en cours, les schémas d'organisation implantent des bâtiments avec un recul nécessaire pour justement laisser l'ensoleillement suffisant pour éclairer la totale et l'intégralité des façades. Donc on se retrouve avec des bâtiments qui sont très éloignés les uns des autres et qui favorisent cette distance entre les habitants. Alors on peut réintégrer après dans ces espaces intermédiaires des aménagements extérieurs, qui à la fois avec des parcs, des jardins, des espaces collectifs, mais du coup cette dimension acoustique est complètement perdue. Je pense pas. Enfin, il faut regarder le projet, il faut regarder la situation. Non, je pense pas que. Par contre, elle sera pas. La rue du 18e, c'est pas un modèle. C'est simplement pour expliquer comment la forme urbaine agit sur les conditions de propagation des sons, des odeurs, de la lumière, etc. Il est sûr que si le plan d'urbanisme n'est le résultat que d'un plan solaire, c'est insuffisant. Il faut y rajouter ces autres dimensions, dont le son. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit totalement impossible d'arriver à combiner un vrai projet de paysage sonore avec un habitat qui recueillerait au maximum l'énergie solaire. Enfin, voilà. Après, vous savez, enfin bon, il faudrait regarder le projet.
Oui, j'avais une question complémentaire. Est-ce que, parallèlement à ce travail d'analyse de la forme urbaine, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail en cours qui permet d'identifier sur un plan ces différentes ambiances urbaines en fonction des formes existantes aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait imaginer un plan de l'espace sonore à l'échelle d'une ville, à l'échelle de la communauté urbaine? On pourrait, oui, on avait monté avec une association qui s'appelle Acousité, toute une méthode de travail qui est installée à Lyon, à Acousité, qui est d'ailleurs financée en partie par le Grand Lyon. Une méthode de travail, ça s'appelait diagnostic acoustique des quartiers. On a mis ça sur un système d'information géographique du Grand Lyon. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de quartiers de Lyon dont les qualités acoustiques ont été repérées, étudiées. Vous avez accès au vécu de cette dimension-là par les gens. Et vous pouvez aussi écouter les sons qui existent, qui ont été faits et enregistrés. Donc il existe sur le système d'information géographique du Grand Lyon, ça s'appelle Chaos, le logiciel qui permet d'entrer tout ça. Et c'est Acousité qui au début l'a géré. Je l'avais monté au départ. Acousité l'a géré après. Et puis aujourd'hui, je pense que ce retour à des études de quartier plus qualitatives que quantitatives, pas simplement, qui est une des façons dont aujourd'hui Acousité travaille, c'est plus avec le support que de la métrologie et pas assez de l'enquête, même si j'imagine qu'ils ont essayé de reprendre un peu des informations qualitatives. Voilà, on peut aujourd'hui dresser une histoire depuis une dizaine d'années de la perception du paysage sonore lyonnais, oui, en fonction des tissus. Absolument. C'est pas dresser, comment dire ça. La synthèse n'est pas totale, mais ça serait à faire, quoi. Merci. Encore une question, une réaction. Oui, une dernière question. En fait, c'est la question des sources d'émissions qui, quand même, historiquement ont évolué et la capacité à les supporter ou pas. Je prends un exemple. On peut supporter le bruit du train avec, je dirais, une sorte d'adaptation à ces passages, et on ne peut parfois pas supporter un bruit peut-être moindre, en hauteur de son, et en même temps ne pas le supporter à force d'y être exposé. Donc il y a quand même une sensibilité à certaines sources sonores qui ont pu évoluer peut-être. Là on parlait tout à l'heure des systèmes techniques de climatisation. À un moment donné, il y a une susceptibilité à certaines sources sonores. Est-ce que ça, vous le prenez en compte dans votre analyse de la perception? Oui, c'est les gens qui le racontent, qui le disent et qui l'évoquent. Là, le propos, c'était pas de rentrer dans une dimension trop globale dans la présentation, mais de vraiment montrer le rôle des formes par rapport aux conditions de circulation, des flux. Bien évidemment, la sensibilité au son a évolué aussi. Il y a toujours eu des bruits il y a toujours eu du bruit dans les villes, pour certains. Et puis il y a toujours eu aussi des bruits ou des sons, c'est comme vous savez, qui sont ce qui fait notre milieu de vie, en fait, ce qui compose notre milieu de vie. Mais dans les deux, quand ça devient du bruit, il suffit d'avoir mal à la tête, d'être un peu malade, ou je sais pas quoi, et puis voilà. Donc après, la dimension subjective ou la dimension individuelle est compliquée à gérer. Mais on a proposé des outils de travail qui relient la forme urbaine et la perception et la dimension paysagère dans l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, là, et qui, pour vous expliquer rapidement, vous en avez une petite explication tout à l'heure sur l'effet de coupure, par exemple. Je disais moins 12 quand on rentre dans une rue très étroite, moins 6 quand on rentre dans une rue plus large. C'est un phénomène qui se mesure au niveau intensité. C'est un phénomène qui est vécu par les gens facilement. Et c'est quelque chose à partir duquel les archis peuvent bosser en lien avec la forme. Donc voilà, on a créé cet outil, les effets, dont l'effet de coupure, là, qui est une façon de relier perception, forme
et mesure. Merci. Alors, on peut aller se faire une petite pause, 10 minutes, et on vous retrouve dans 10 minutes. Merci. Il y a du café, du thé, enfin, voilà.